Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute donc de votre émission préférée, Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro Web TV. Nous sommes très heureux encore une fois d'être à votre compagnie sur le www.afrowebtv.com/live si vous voulez être en direct avec nous. Également sur notre page Facebook Afro Web TV. Aujourd'hui, donc, nous avons convié des invités qui voulaient se rencontrer depuis un bon moment, mais aujourd'hui le Seigneur fait grâce et qu'ils ont aussi accepté notre invitation. Alors, je suis très heureux d'avoir également dans ce panel une dame de fer, une dame qui nous donne également de son temps et qui fait beaucoup de sacrifices pour nous. Il s'agit bien évidemment donc, puisque les dames d'abord, les femmes d'abord, elles revendiquent tout le temps cela. Il s'agit de Madame Mabel Magori, analyste politique que nous recevons par Duplessis aujourd'hui. Madame Mabel, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité, c'est un plaisir. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour les deux thématiques qui nous rassemblent également. Nous avons en studio Monsieur Yampapou Yambouama, acteur de la société civile, et Monsieur Yampapou, bonjour. Bonjour Moïse, bonjour Mabel, bonjour à tous les téléspectateurs de Afro Web TV. Très heureux aussi encore une fois de savoir pour vous qui pouvez également donc vous joindre à nous tout simplement, c'est à travers le +1 319 462 89 79 numéro affiché à votre écran. Ce sera donc une occasion pour vous également donc de contribuer avec vos idées bien sûr sur Afro TV dans notre émission Avis de la diaspora. Deux thématiques à votre écran aujourd'hui. Donc le premier on va l'aborder et il s'agit bien évidemment donc de l'actualité malienne. Après 9 ans de lutte contre le terrorisme au Mali, avec un bilan jugé mitigé par la grande majorité des Maliens, le président français Emmanuel Macron vient de prendre la décision unilatérale de retirer les forces Barkhane et d'Atakuba au Mali sans demander l'avis des autorités maliennes. Et bien sûr que le Mali aussi de son tour revendiquait et voudrait bien souhaiter également que la France parte, puisque c'est sans la France parte, la posture néocoloniale de Macron dans laquelle il s'était engagé contre la transition malienne, on le sait tous, on va en débattre de long en large. Est-ce dans l'avantage du Mali? Et beaucoup de paramètres à discuter au cours de cette émission, mesdames et messieurs. Nous sommes très heureux encore une fois d'avoir monsieur Yampapou Yambouama dans nos studios aujourd'hui. Monsieur Yampapou, la France se donne elle-même 3 à 6 mois et le président Macron que la France ne subira aucune pression de n'importe qui. Qu'en dites-vous? Alors, merci beaucoup et je pense que aujourd'hui, pour ceux qui peut-être doutaient encore de ce que nous avions l'habitude de dénoncer par rapport au fait que nos pays ne sont pas réellement indépendants. Je crois qu'ils sont servis sur un plateau d'or par rapport à ce qui se passe exactement au Mali. Et je n'aime pas souvent revenir sur les déclarations de Macron parce que c'est toujours des déclarations infantiles, injurieuses et qui n'ont de sens que pour un colon. Voilà. Et ceci étant, il faut peut-être, pour permettre aux téléspectateurs de comprendre la posture du Mali, repartir sur la façon dont peut-être la France est entrée militairement au Mali dans cette guerre antiterroriste. Donc c'était donc en 2013 que, faisant face à une remontée de groupes terroristes, consécutivement à la destruction de l'État libyen par la France, l'autorité malienne, qui, il faut le dire en son temps, n'était même pas aussi
une autorité légitime parce que c'était une autorité de transition. C'était un coup d'État qui est intervenu dans des conditions que personne n'a comprises et acclamées par la France. Donc c'est le président Diakounda Traoré qui a justement demandé au président français de venir au secours du Mali pour empêcher justement que le terrorisme ne gangrène le pays. Et donc, voilà comment la France, effectivement, à travers l'opération Serval, va intervenir au Mali. Mais avec quelle mission? Donc, il faut observer que c'est d'abord une coopération bilatérale qui permet justement l'intervention de cette armée française. Alors, les objectifs, c'était d'abord d'arrêter l'avancée donc des terroristes, de les détruire et ensuite de permettre à l'État de se redéployer sur l'ensemble du territoire. Voilà ce qu'étaient les missions. Et par rapport donc à cela, je voudrais ouvrir une parenthèse pour rectifier ce que vous avez dit par rapport donc aux populations maliennes, que vous dites juger, mitiger les résultats de Barkhane. Non, les populations maliennes ne jugent pas mitiger les résultats de l'opération Barkhane, mais elles jugent cela comme un échec total sur tous les plans. Parce que n'ayant pas pu neutraliser les terroristes, n'ayant pas pu les détruire et n'ayant pas pu permettre au Mali de recouvrer l'intégrité de son territoire. À partir de cela, il faut donc voir comment est-ce que les choses ont évolué. Serval va ensuite être mué donc en opération Barkhane, qui voit déjà évoluer aussi ses missions. Mais bien que les missions ont été effectivement changées également, aucune de ces missions de Barkhane aussi n'ont été effectivement remplies. Parce que l'une des missions de Barkhane était de contenir le djihadisme. Alors, on ne parlait plus de destruction, mais on parlait de contenir le djihadisme. Or, quand on regarde un peu aujourd'hui, le djihadisme qui était concentré à l'extrême nord du pays, finalement, a gagné 80% du territoire malien. Alors, ça veut dire que le terrorisme n'a pas pu être contenu. Donc, c'est effectivement un échec. Pour continuer, alors, voilà des gens qui, à un certain moment donné, face aux problèmes récurrents dans leur pays, un coup d'État militaire intervient. Et les nouvelles autorités du pays disent, ok, voilà, durant les 30 dernières années, nous avons connu 4 coups d'État et ce n'est pas normal. Et cela intervient parce que de manière récurrente, les problèmes posés par les populations ne sont pas réglés. Donc à partir de ce moment, les autorités ont estimé qu'il fallait travailler à aller dans le sens de régler ces problèmes-là pour permettre effectivement la refondation de la nation malienne. Et voilà qu'ils développent un certain nombre de stratégies, notamment aller donc dialoguer avec leurs frères et sœurs du nord du Mali qui voulaient donc une sécession du pays. Et à partir de ce moment, la France dit non. Donc vous voyez, nous sommes dans une coopération bilatérale. La France dit non et les autorités ne sont pas d'accord. Parce que pour la France, étant donné que leurs enfants sont morts au Mali, ils ne peuvent pas accepter qu'on puisse dialoguer avec des terroristes. Or, du côté des Maliens, les Maliens disent que si c'est des Maliens qui réellement ont pris des armes, c'est certainement parce qu'ils ont des revendications. Et qu'ils pensent qu'en tant que Maliens, ils doivent engager le dialogue, ce que Paris refuse fondamentalement. Ça, c'est un. Ensuite, on se lève et
on demande sans l'avis de l'autorité malienne, on va donc consulter les autres pays africains et on décide que Barkhane doit partir. Évidemment, la réponse du Mali ne s'est pas fait attendre. Le Mali a dit, puisque nous avions signé un accord bilatéral dans cet accord de défense, le minimum des choses aurait été que vous puissiez d'abord nous prévenir de votre intention de rompre cet accord avant d'aller dire quoi que ce soit ailleurs. Mais puisque vous avez pris unilatéralement la décision de quitter le pays, nous ne pouvons pas permettre que vous décidiez de partir quand vous voulez. Nous voulons que vous partiez et maintenant. Donc voilà dans quelle logique ça s'est passé. Et maintenant par rapport à la force Takuba, là aussi c'est une convention qui a fait en sorte que lorsque Macron a convoqué nos chefs d'État, en tout cas les chefs d'État du G5 Sahel en France, pour clarifier leur position par rapport à la présence militaire française, la France a donc imposé cette mission Takuba qui devrait maintenant regrouper les forces armées de l'Union européenne, qui en réalité est une invitation au partage du gâteau malien. C'est tout simplement ce que ça signifie. Mais même dans cette convention-là, il est dit que lorsque un pays européen doit venir avec ses militaires, ça doit être une discussion entre l'État malien et ce pays-là. Mais là, la France dit non, les pays européens n'ont pas besoin d'aller vers le Mali, c'est seulement elle qui doit décider de qui et de quand faire venir au Mali. Voilà pourquoi la dernière fois au Danemark, non, je vous explique, pour que les gens puissent comprendre pourquoi effectivement il y a eu tous ces achoppements. Et c'est dans ce cadre-là que justement le Danemark a été prié de faire repartir ces centaines de militaires qui avaient débarqué au Mali sans que le Mali ait été informé de quoi que ce soit, d'où aujourd'hui l'ensemble donc de ces préoccupations qui amènent les Maliens à penser que si les gens ne veulent pas aider à lutter contre le terrorisme et ils décident de partir en demandant quand même jusqu'à 6 mois pour pouvoir partir, c'est qu'il y a des missions non cachées et qu'il faut faire en sorte que ces gens-là quittent le territoire immédiatement. Alors, plusieurs disent que la France a échoué. Êtes-vous de même avis, Madame Mabel Magrori? Est-ce que la France a échoué? La France n'a pas échoué, puisque la France, en venant dans le Sahel, avait dit qu'elle avait un but. Le but est de rester dans le Sahel pour 100 ans. Et maintenant, la France n'a fait que 8 ans. Donc, il reste combien? Il reste 92 ans à la France dans le Sahel. Et la France n'est pas partie. Quand on dit que la France est partie, c'est le côté malien du Sahel seulement que la France a laissé. La France est au Niger, la France est au Burkina Faso. Et la France cesse à s'étendre au Bénin, au Togo et dans le golfe du Guinée. On a l'impression qu'on est dans un film d'occupation qu'on regardait pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, de la façon dont des armées sont rentrées dans des pays, occuper ces pays, commencer par dicter les lois aux gens de ces pays. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'occupation de l'armée française dans le Sahel. Les Maliens ont le droit de prendre une décision pour leur peuple. D'abord, cette terre, c'est une terre malienne. Même si elle a été colonisée par la France, on se dit que la colonisation est finie, on a eu les indépendances, et en parenthèse, on est des hommes libres, des hommes qui peuvent prendre des décisions. Donc aujourd'hui, la France étant dans le Sahel, on ne sait pas exactement le but de la France dans le Sahel. Tout le monde se pose la question, est-ce que c'est juste pour les terroristes? Ils disent que le Sahel est grand. Si aujourd'hui ils n'ont pas pu finir, ils n'ont pas pu arrêter les terroristes parce que le Sahel est très grand, ils ne peuvent pas survoler tout le Sahel et savoir la position exacte des terroristes. Mais comment se fait-il qu'ils peuvent survoler d'autres pays comme la Libye? Ils survolaient la Libye, ils savaient la position des soldats libyens. Ils ont vu où était caché Kadhafi. On ne sait pas comment ils ont fait avec leurs satellites. Et quand ils étaient dans la guerre avec l'OTAN
en Afghanistan et le Pakistan, ils savaient les positions des terroristes, mais dans le Sahel seulement, donc ils ne peuvent pas connaître la position de tous les terroristes. C'est pour ça qu'ils sont là et c'est pour ça que la guerre dure. En conclusion, la France n'est pas là pour la paix. Si la France était là pour la paix, la France aurait eu la paix dans le Sahel. La France est venue pour occuper le Sahel. Les Maliens ont compris le jeu de la France. Ils ont demandé à la France de partir. La France dit qu'elle ne part pas, mais elle va seulement faire une migration. Ça fait une migration. Tu quittes une terre, tu vas sur d'autres terres. Donc aujourd'hui, la France occupe toujours le Sahel, seulement pas le côté Mali. Mais qu'est-ce que nous, en tant qu'Africains, nous devons comprendre? Nous devons comprendre que nous sommes en train de rentrer dans une autre ère. Les gens l'appellent l'ère du Verseau, les gens l'appellent l'ère du poisson, les gens des noms pour eux, mais ils sont partis après la colonisation, ils cherchent un moyen de revenir en Afrique. Eux maintenant, ils ne vont plus venir pour nous coloniser, pour nous christianiser comme avant, mais ils vont venir occuper notre terre en créant des terroristes. Je vous donne un exemple. Quand les Maliens ont commencé par crier qu'ils ne veulent plus de la France sur leur terre, qu'ils veulent que la France parte et qu'ils veulent vraiment s'allier avec les Russes pour ramener la paix dans le désert, on a vu quoi? On a vu la montée des terroristes dans les pays qui n'avaient pas de terrorisme. On a vu la montée du terrorisme au Togo, en parenthèse, la montée du terrorisme au Pérou tout dernièrement. Et des terroristes au Burkina Faso qui faisaient des crimes incroyables. Les Burkinabés sont sortis parce que la même Burkinabé n'a jamais vu ça et la même Burkinabé ne s'est jamais préparée à cette forme des terroristes. On a vu l'insurrection des terroristes dans Niger et le Nigeria aussi ne s'est pas préparé. Et même les présidents burkinabés nigériens ont dit qu'ils ne sont pas armés, ils sont genre de terroristes qu'ils n'ont jamais vu. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les Maliens ont compris le contingent Baka, le contingent que tout le monde appelle le nom, a quitté le Mali, elle s'est dirigée vers le Burkina. Et vous allez voir ce qu'Alassane Ouattara dit. Alassane Ouattara vient dit, rappelez-vous que la France n'a pas quitté le Sahel. La France a juste quitté le Mali pour aller dans les zones où il y a plus de terroristes. Et aujourd'hui, le terrorisme touche beaucoup de pays africains. Ce n'est plus le Mali, ce n'est plus le Niger, ce n'est plus le Burkina Faso. Mais le terrorisme est à la porte de tous les pays africains pour permettre à l'armée française d'occuper l'Afrique. Nous sommes dans l'ère de l'occupation, chers Africains. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Et probablement, vous avez parlé également du Sahel. Et il y a de cela juste quelques heures. Déjà dimanche, l'information était sortie concernant qu'il y avait eu également plusieurs morts au Niger. Puisque je vais faire une petite digression pour aller au Niger, nous sommes en train de passer dans toute l'Afrique. Puisqu'on parle Afrique aujourd'hui encore dans notre émission Vie de la diaspora, est-ce que la sécurité est maintenue véritablement lorsque la France dit de son côté qu'elle vient aider l'Afrique pour maintenir la paix, la sécurité, surtout la stabilité et faire face à ces djihadistes-là? Monsieur Yen Papou. Bon, je crois que d'abord la sœur Mabel l'a bien souligné à travers les objectifs poursuivis par la France. Est-ce que la France était là pour sécuriser le Sahel ou pour occuper le Sahel? Vous savez, pour occuper un territoire, il va vous falloir des motifs. Et comme je vous le disais donc dans les émissions précédentes, c'est les mêmes raisons-là qui ont permis aux soldats des Nations Unies ici d'être toujours présents au Congo depuis les années 1960. Et alors, la paix n'est jamais revenue au Congo, il n'y a jamais de sécurité là-bas, mais il n'y a pas un seul pays au monde qui regorge autant de contingents militaires. Alors, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le Sahel avec la France, où à un certain moment donné, la France se sentant acculée, se sentant menacée, ne pouvant rien, a fait maintenant appel à toute l'Europe, à travers donc la force Takuba, de venir l'aider à mieux s'implanter, de façon à ce que, bon, ce qu'il va avoir là, qu'il puisse donc se les partager. Il n'y a pas un objectif pour sécuriser le Sahel.
le Premier ministre malien s'est longuement expliqué. Il est revenu maintes fois là-dessus. Comment la mission des Nations Unies, qui fixe le cadre de la MINUSMA et de toutes les autres forces, qui est donc de pourchasser les terroristes jusqu'à leur dernier retranchement. Et que Barkhane vient dire qu'en réalité leur mission n'est pas d'aller au corps avec les terroristes, mais plutôt d'appuyer justement l'armée malienne en formation pour l'aider à grandir en puissance, de travailler à aider les populations civiles, à protéger les populations civiles. D'ailleurs, quelle protection, on ne sait même pas, puisque c'est les mêmes populations qu'on assassine chaque jour. Donc, ne serait-ce que dans l'évolution de ces missions-là, je ne dirais même pas l'évolution, parce que quand on dit ça, c'est comme si, entre-temps, les Nations Unies ont changé. Non. Les objectifs fixés par les Nations Unies sont toujours là. Sauf que les forces en présence sur place, notamment les forces françaises, ont décidé, eux, de s'octroyer des missions qu'elles veulent. Et elles disent non, nous ne voulons pas, nous ne pouvons pas aller au combat au corps à corps avec les soldats. Et c'est ça. Et comme on l'a dit, le Premier ministre l'a toujours répété, même Diakounda Traoré, le président de la transition qui avait fait la demande à la France de venir, n'avait pas demandé de soldats au sol. Ils ont demandé un appui aérien et un appui en renseignement. Voilà les deux choses qui ont été demandées à l'État français. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Nous sommes pratiquement à l'occupation du territoire du Mali. Et voilà la situation où des gens viennent, comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire, ils installent donc une zone tampon à partir de Kidal et disent aux autorités maliennes, bon, vous c'est votre limite ici, vous n'avez plus le droit de franchir. Ils disent aux soldats maliens, vous c'est votre limite ici, derrière cette barrière-là, vous n'avez pas le droit de franchir. Donc seule l'armée française avait le droit d'entrer dans Kidal. Et donc il a pris le temps, elle a pris le temps donc de former les terroristes, de les encadrer, de les armer, et à chaque fois de les réapprovisionner, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand un État essaye de combattre les terroristes, et quand ça ne va pas, il faut un repli tactique. Et quand il se replie, c'est vers où? C'est toujours dans Kidal et autres là, tous ces centres-là, où l'armée française est. Et là, ils s'en vont se reposer, ils se soignent, ils reçoivent donc tout ce qu'il faut recevoir, et ensuite, ils repartent aux attaques. C'est de ça qu'il s'agit. Comment on peut comprendre que les forces armées maliennes, après juste quelques mois, que la France a abandonné certaines parties, après que elles ont décidé de coopérer avec la Russie, que les terroristes aient autant de problèmes au Mali? Voilà la grosse question posée. Et ça donne raison au peuple malien qui pense que la France avait quelque chose effectivement à voir dans le recrutement, dans l'entraînement, dans l'encadrement et dans justement le fournissement des armes et autres aux terroristes. Sinon, ça ne peut pas se concevoir, se comprendre. Parce que du moment où ils ont quitté, le Mali devait avoir quoi? Devait avoir plutôt plus de problèmes, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont laissé un terrain vide. Mais c'est au contraire, pendant que la France quitte des parties du territoire, que l'armée française remonte en puissance. Ce n'est pas parce que l'armée malienne a eu des collaborations avec la Russie ou la Chine. Oui, mais cette collaboration-là, qu'est-ce qui leur permet de prendre le dessus? Pendant que l'armée française était là et il n'y avait pas le dessus.
c'est justement cet appui en renseignement et ce combat corps à corps avec les terroristes, ce que la France refuse de faire. Donc, de manière claire, la France n'est pas au Sahel pour les beaux yeux des Sahéliens. Elle est en France pour préserver des acquis, pour faire en sorte que personne ne vienne leur prendre ce qu'elle pense leur appartenir. C'est de ça qu'il s'agit. Tous les autres là, c'est-à-dire qu'on nous considère comme des enfants, c'est-à-dire incapables de réfléchir par nous-mêmes, incapables de trouver des solutions à nos problèmes, incapables de faire quoi que ce soit. Donc il faut toujours que ce soit les autres qui nous tiennent par la main, partout où besoin est, pour nous tourner, même pour nous tourner une page de votre cahier, il va falloir que ce soit eux qui vous disent s'il faut le tourner par la gauche ou s'il faut la tourner par la droite. Il faut que les gens arrêtent. On n'est plus des enfants. Les gens ont compris le vrai jeu de la France. Et d'ailleurs, quand vous regardez la façon dont les choses se sont passées, lorsque le Mali, à travers, en tout cas la junte au pouvoir, a décidé de faire sa collaboration avec la Russie ou avec Wagner, comme la France le dit. La France a dit, si le Mali fait une coopération avec Wagner, la France quitte le Sahel. Et quelques temps après, eux-mêmes disent que maintenant ils ont la preuve de la présence de Wagner. Mais là, ils disent qu'ils ne quittent pas. Vous comprenez? Donc ça veut dire concrètement que leur volonté n'a jamais été de quitter. Et les officiels maliens l'ont dit clairement, ou des officiels français ont dit clairement qu'ils sont revenus au Sahel pour 100 ans. Et ça, c'est documenté. Ce n'est pas que quelqu'un est allé inventer ça quelque part. C'est documenté, c'est dit. Donc voilà la réalité. Et je suis d'accord donc avec Mabel qui dit que il faut que les Africains se réveillent. Il faut que le peuple africain prenne en main sa destinée pour que on ne continue pas de l'infantiliser. Justement, le Mali est face à son destin aujourd'hui. Le Premier ministre malien a dit beaucoup de choses au cours de son interview avec la Radio France Internationale. Et aujourd'hui, donc, on se pose beaucoup plus de questions. Quelles sont les mesures idoines à prendre et à mettre en place pour que l'insécurité ne règne pas? Et puis, Madame Mabel, quelle est la proposition que vous pouvez faire au peuple malien, sinon aux autorités maliennes en ce moment, qui en ce moment aussi ne veulent pas partir, puisque avec la CEDEAO, ils devaient déjà rendre ou soit organiser les élections en ce mois de février aujourd'hui. Donc ils sont toujours là et ils exigent à ce qu'ils passent au moins 4 à 5 ans au pouvoir. Merci Moïse pour la question. On ne peut pas mélanger ce qui se passe avec les autorités maliennes avec ce qui se passe au Sahel. Mais le Sahel, le crime du Sahel est en train de pousser les autorités maliennes à prendre des décisions drastiques. Vous savez, il y a eu des coups d'État en Afrique. Le Mali n'est pas le seul pays qui a connu des coups d'État. Et il y a eu des transitions. Donc on ne peut pas dire qu'en Afrique, les transitions sont souvent de 6 mois et 5 ans. On a eu des transitions de 3 mois au Togo. On a eu des transitions de 6 mois par ici. On a eu des transitions de 18 mois. Mais la France est en train de donner aux autorités maliennes la possibilité de rester pendant 5 ans. Quand les autorités... Allô? Je suis coupée. Allô? On vous écoute, allez-y. D'accord. Quand les autorités maliennes sont arrivées au pouvoir, ils avaient dit que le coup d'État, c'est pour la sécurité du Mali. Et si moi j'étais la France, si moi j'étais la CEDEAO, je les appuie. Vous voyez, je les appuie pour que le Mali retrouve sa sécurité. Ils ont dit comment organiser. Allez-y, continuez, on vous écoute, allez-y.
D'accord. Ils ont dit comment organiser des élections dans un territoire. Ils ont dit comment organiser des élections sur un territoire. J'ai l'écho. Allô? On vous écoute sur 5. Allez-y. Ou vous ne nous écoutez pas. Ils ont dit comment organiser des élections sur un territoire qui ne connaît pas la sécurité. Le premier discours de Assimi Goïta, c'était « J'ai vu des soldats maliens revenus de la guerre, morts, laissant derrière eux des bébés, des enfants et je ne peux pas le supporter. » Quand il fait ce discours, qu'est-ce que la France a fait? La France est sortie en tollé, les terroristes sont sortis en tollé pour prouver à Assimi Goïta que la zone sera toujours une zone en guerre et non une zone de paix. Et comme l'a dit mon frère Yampapou, ils ont commencé par dire que non, ils ne sont pas là pour sécuriser le Sahel. Ils sont en mission de paix. Tantôt c'est une mission de paix, tantôt c'est une mission pour empêcher les autorités maliennes d'attaquer cette ville. Et ils ne font que balancer de gauche à droite. Si j'étais à la place de la CEDEAO, si j'étais à la place de la France, quand les autorités maliennes ont dit qu'ils ne pouvaient pas organiser des élections dans un territoire où il y a 3 zones, il paraît que l'ancien président malien, pour pouvoir organiser des élections présidentielles, il a dû payer les Français pour on peut le trouver un passage pour rentrer dans les villes du Nord et de campagne. Ceux qui sont les opposants qui n'ont pas les moyens de payer pour rentrer dans ces zones ont dû faire seulement campagne dans les zones où il y a les autorités, il y a l'État malien, mais dans les autres, ils n'ont pas pu faire campagne. C'est comme ça qu'il a gagné. On ne peut pas construire un pays où on ne peut pas faire de la politique dans un pays où il est divisé en 3 parties. Vous savez que le Mali est divisé en 3 parties. Il y a la zone pour l'autorité malienne, il y a la zone où la France fait sa politique de maintien de la paix où tu ne peux pas rentrer. Il n'y a que les soldats français qui peuvent rentrer. Et puis il y a l'autre zone de l'autre côté où on permet aux soldats maliens de rentrer de temps en temps pour pouvoir assurer la sécurité de ce territoire. Comment peut-on organiser des élections transparentes, des élections où le peuple a son mot à dire dans un pays qui est divisé en 3? La France devait, en ce moment, quand les autorités maliennes sont sorties, ont fait ce discours, la France devait venir et vraiment changer de tactique, se dire, bon, on va arrêter cette histoire de maintien de la paix, on va vraiment chasser les terroristes, on va remettre la paix au Mali pour pouvoir aller aux urnes, parce que nous ne peut pas aller aux urnes dans un pays où il y a la guerre, dans un pays où les gens sont divisés, dans un pays où les gens sont déplacés, plus de Mali déplacés. Comment tu peux voter en paix quand tu ne peux pas aller aux urnes, quand il y a des problèmes pour manger, quand il y a des problèmes pour boire? Comment tu peux voter en paix? La CEDEAO devait venir en médecine à Goïta en disant que Goïta nous a ce qui s'est passé dans les élections précédentes, où Ibeka est obligé de dépenser l'argent du contribuable malien pour payer les terroristes, pour faire campagne dans les zones où il y a les terroristes. Non, on va changer la donne, on va t'aider à maintenir la paix, on te donne du mois, on va te donner les aides aériennes, on va te donner les derniers drones, on va te donner tout ce dont tu as besoin pour faire revenir la paix, pour réunir le Mali. Et en fait, la population malienne peut vraiment décider de son sort. Mais si les gens ne sont pas allés pour choisir un président, hein, vous savez, on fait quoi qu'en Afrique, on fait les élections juste pour choisir quelqu'un pour qu'il soit président. Alors qu'en France, alors qu'aux États-Unis, les élections, c'est choisir quelqu'un qui a un programme politique pour toi. Si le message des autres candidats ne vont pas dans les zones occupées, comment le Malien peut savoir qu'il y a des personnes qui ont d'autres programmes politiques pour eux? Si l'État était le seul qui a pu avoir les mêmes listes dans ces zones, et il se dit qu'il a été élu, mais si le seul qui est allé, comment tu sais que les gens là n'aiment pas l'autre là? Donc Goïta a concrètement raison de dire qu'il a besoin de mettre la paix et la sécurité dans son pays avant d'aller aux élections. Donne-lui le moyen de... Donc il peut faire 5 ans. Assimi Goïta peut faire 5 ans en ce moment. Peut faire 5 ans avant de remettre les choses comme cela se doit. On lui donne, quand il dit ça, au lieu de lui donner les moyens, le contraire. Nous, des élections contre les
obligation. Les élections, c'est pour choisir quelqu'un qui peut représenter le peuple. Si le pays est divisé, comment peut-on choisir vraiment la bonne personne pour représenter le peuple? Madame Mabel, vous ne trouvez pas que 4 à 5 ans, c'est trop? Vous ne trouvez pas que 4 à 5 ans, c'est trop? Les moyens que Assimi Goïta a aujourd'hui, sans l'aide de la CEDEAO, sans l'aide de la communauté internationale, il a pensé que, c'est ce que je dis, il a pensé que ça va me faire 5 ans pour pouvoir remettre la paix, la sécurité dans mon pays, pour permettre à tous les Maliens de pouvoir bénéficier de la politique, de pouvoir entendre les candidats, de pouvoir retourner dans leur maison avant pour pouvoir aller voter dans la sécurité, de la paix. Si nous voulons que Goïta fasse 6 mois, donc les moyens de chasser les terroristes, ça va faire 6 mois. Si nous voulons que Goïta fasse 3 mois, donc les moyens de chasser les terroristes seront 30 mois. C'est ce que Goïta dit, je n'ai pas les moyens, aidez-moi, mais au lieu de l'aider, on lui coupe tout. On lui coupe l'argent, on lui coupe ceci, on lui coupe cela pour le forcer à aller aux élections. Mais les élections, comme je le redis, les élections, ce n'est pas juste choisir quelqu'un pour représenter le pays. Les élections, c'est pour permettre à la population de choisir quelqu'un qui a un programme politique qui leur ressemble. Et si aujourd'hui le Mali est divisé et que tous les Maliens n'ont pas la possibilité d'écouter leur candidat, ni à la radio, ni voir le candidat, ni être en contact avec ce candidat, pourquoi aller voter? Donc, faisons les choses dans les normes. Ne courons pas derrière les élections parce que jusqu'à présent, les élections n'ont jamais réglé un problème en Afrique. En marge des derniers sommets Union africaine, Union européenne à Bruxelles, Nana Akufo-Addo, le président de la CEDEAO, a soutenu que l'organisation régionale est prête à soutenir une transition de 12 mois au Mali. Monsieur, il n'y a pas pour votre analyse là-dessus. Au lieu de 5 ans, la CEDEAO propose cette période 12 mois. On va prendre l'auditeur. On va prendre très rapidement l'auditeur en ligne qui nous écoute également, à qui nous allons demander tout simplement de diminuer son poste récepteur. Vous êtes en direct avec nous, vous êtes sur Afro Active dans votre émission Avis de la Diaspora. Allez-y. Alors, oui, mon frère, je salue monsieur, je te salue monsieur Mbouza Benga. Oui. Je salue aussi vos invités, madame Mabel et monsieur Rodolphe Yampabou. Ma contribution est celle-ci. Pourquoi on exige à un pays en guerre de faire des élections? C'est la question qu'on doit se poser. On fait des élections dans une partie et l'autre partie là, c'est ça qui cause du problème le plus au pays. Exiger à un pays en guerre de faire des élections. Et qu'est-ce qu'on ceux qui exigent à ce pays de faire des élections? Regardez-les. Il faut aller vers la CEDEAO pour constater ceux qui exigent Alassane Ouattara. Faut y assurer. Et Nana Akufo-Addo, jamais dans la vie, quand on est entré dans l'ère démocratique au Ghana, après les élections, il y a eu des morts. Mais pour son deuxième mandat, il y a eu des morts. Hein? Et ce sont ces gens-là qui demandent, qui exigent aux Maliens qui sont en difficulté de faire des élections. Ça n'a pas de sens. Au lieu d'aller parler avec eux, de discuter avec eux, de les accompagner, c'est ça qui s'agit à mon bon sens. Le bon sens, c'est ça. C'est ça qui exige. Et puis, cette histoire de la France là, la France, jamais, tu ne verras jamais la France se comporter ainsi avec les États maghreb. Rappelez-vous dans la crise tunisienne, quand Aliot Marie, le ministre de la Défense, Aliot Marie, a laissé, il y a eu fuite entre sa conversation téléphonique où elle voulait aider Ben Ali. Regardez ça, comment ça a fait du bruit. Et elle a tiré les conséquences. On l'a évacué du gouvernement. Pourquoi tout le monde se comporte avec les Maliens, les dirigeants maliens? Parce que nous sommes des Noirs. Et c'est en Afrique noire que la France se comporte comme un jardin. Et regardez, le Danemark, le Danemark a fait sa guerre où? On amène le Danemark ici, au Mali. Et c'est de l'insulte. C'est de l'insulte. Il faut que regarder aussi le traitement qu'a fait l'interview
Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas aller vers le Premier ministre. Ils ont envoyé Alain qui a fait le boulot pour eux. Regardez le commentaire qui a suivi, les journalistes de France 24 ont fait. Ils n'ont fait que se moquer du Premier ministre malien. C'est ça, monsieur Agbenga. Vraiment, c'est triste pour nous. Nous devons nous doubler de vigilance et bouter les Français. Ils ne valent rien. Ils sont là seulement. Ils n'ont pas de cœur. Merci. Hein. Merci à vous. Je vous rappelle, c'est Adolphe. Monsieur Adolphe, merci à vous. Monsieur Adolphe, monsieur Rodolphe. Alors, monsieur Mpapou Mbouam, allez-y. Je parlais de 12 mois contre 4 à 5 ans. Et qu'en dites-vous? Vous savez... Monsieur, vous allez m'excuser beaucoup. Nous sommes en direct et on va recevoir également cet auditeur en même temps, ce téléspectateur. Bonjour, vous êtes en direct avec nous. Ah ok, bonjour. Bonjour monsieur Benigan. Oui, allez-y. Bonjour au plateau. Oui. Bien, c'est pour abonder dans le même sens que l'auditeur précédent, hein, et le plateau a déjà relevé ça. C'est-à-dire la France n'est pas venue en Afrique pour le bien de la population africaine. Il faut que ça soit clair dans notre tête. Et tant qu'on ne va pas comprendre que ce n'est pas pour notre bien qu'ils sont là, donc eux ils seront maîtres sur le terrain et en nous prenant, peut-être, je ne sais pas, en nous prenant pour qui ils pensent que nous sommes. Aujourd'hui, les données ont changé. Vous voyez, les données ont changé. Et l'homme blanc, j'ai toujours utilisé ce terme-là. L'homme blanc ne viendra pas aider l'homme noir. Ça n'existe nulle part et ça n'existera jamais. L'histoire, je prends l'histoire pour témoin. Ça ne va jamais exister. Ils ne sont pas là pour. Maintenant, le problème que tout ça là se pose, un peu comme le coronavirus qui a créé, lorsque le coronavirus est arrivé, et puis ça a donné une autre vision des choses, une autre vision du monde, l'économie, comment ça se prend. De la même manière, nous devons prendre aussi cette menace, cette invention française au XXIe siècle en Afrique, hein, comme un stimulus pour dire que bon voilà, les choses doivent changer. Et c'est le Mali seul qui le fait. Malheureusement, dans toute l'Afrique, l'Afrique noire francophone ou l'Afrique de l'Ouest francophone, c'est le Mali seul qui le fait. Et c'est dommage. Le soutien devait venir aussi du Burkina Faso, devait venir du Niger, devait venir du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et des autres pays. Mais malheureusement, il n'y a pas de soutien. À quoi cela est dû? Retournons. À quoi cela est dû? Cherchons à comprendre ces causes-là. Lorsque nous allons comprendre ces causes-là, vous allez voir que nous pouvons faire bloc. Et ça aussi, ça passe par l'éducation. Ça passe par l'éducation, l'histoire, comment cela nous a été enseigné. On nous a menti pendant des siècles sur notre propre histoire parce que nous ne contrôlons même pas notre éducation. Tout part de là. Notre propre système éducatif, ce qu'on nous enseigne depuis le cours primaire. Et puis, depuis la maison, vous parlez français, c'est vous qui éduquez bien vos enfants. Or, ces enfants ne parlent pas français, à la maison, c'est pas une bonne éducation, vous n'êtes pas au niveau de la société. Vous comprenez? Donc, ça part déjà par là, à partir de la culture. Votre langue, même, on vous dit que ce n'est pas beau, ce n'est pas belle. Ben, c'est pas beau. Excusez-moi, que c'est pas beau, vous ne devez pas parler votre langue. Et à l'école primaire, il y a un système qu'ils ont mis en place, le signal. Tu parles un peu ta langue maternelle, on met quelque chose au cou pour te ronir. Ouais, l'homme blanc, pour te ronir, ce que tu parles, ta langue là, elle n'est pas bonne. C'est la langue d'autrui qui est bonne. Et de la même manière, on vous dit que ta culture, elle n'est pas bonne. C'est la culture d'autrui qui est bonne. Non, à partir du moment où nous avons cette base faussée, vous ne connaissez pas l'intention. On ne peut pas ressortir l'intention de l'homme blanc par rapport à nous. C'est ce que nous allons vivre. Et c'est malheureux. Et il y a un historien qui avait dit, au moment où ils envahissaient l'Afrique, lorsqu'ils prennent un village,
L'autre village dit non, ce problème-là, c'est pas mon problème. Lorsqu'ils finissent d'attaquer ce village, on attaque l'autre village. Et c'est ce que nous voyons jusqu'aujourd'hui. La base se trouve dans l'éducation, dans l'histoire qu'on devait nous enseigner par rapport à l'envahisseur. Et lorsque nous allons découvrir ça, et c'est à dessein qu'ils ont caché ça. C'est à dessein qu'ils ont caché ça. Je vous dis, messieurs, lorsque on se documente et on va dans ce sens et on comprend ça, ce qui se passe là ne va pas se passer. Même le petit enfant de 3 ans, 5 ans qui commence à parler va vous dire que non, ça ne peut pas se passer chez nous. Parce que moi, c'est ça mon pays, c'est ça ma culture, c'est ce que je veux pour moi. Et les autres pays, dans les autres pays, vont soutenir le petit enfant malien, togolais ou je ne sais pas, burkinabé, qui parle ainsi. Vous voyez? Et donc, grosso modo, nos pays africains, mais d'abord, quelle est cette manie-là? Lorsque ton pays brûle, tu dépasses, moi ma maison brûle à Palimé, je dépasse le voisin du quartier, je dépasse Palimé, je vais à Lomé, peut-être je n'arrive même pas à Lomé, peut-être c'est trop proche, je dépasse Burkina Faso, et c'est, comment on appelle-t-on? Je ne sais pas, je dépasse Dakar, et c'est au Burkina Faso, je vais aller chercher du soutien. Ça veut dire quoi? Il n'y a aucune armée en Afrique qui peut donner des moyens, qui peut soutenir comme le Mali avait demandé à la France, la même aide à un pays africain, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Nigeria. Si c'était le cas, ce problème-là n'allait pas se poser. Évitons d'inviter des étrangers, des intrus dans notre maison, dans nos pays, sur notre continent. Parce que, oui. Monsieur, il n'y a pas pour ceux qui se font inviter eux-mêmes. Non, mais ils ne se font pas inviter. Parce que lorsqu'ils vont parler, ils vont dire, oh, c'est l'Afrique même qui a demandé. C'est le président X même qui a demandé. C'est les Africains eux-mêmes qui a demandé à ce que nous venions. Ils ne se font pas inviter. Pourquoi il faut aller vers eux pour dire, venez nous aider à éteindre le feu chez nous? Parce que nous ne faisons pas confiance à sa religion, ce que j'avais dit plus tôt, par rapport à la culture, par rapport à l'estime de soi. Nous nous diminuons à tout moment. Vous allez voir ça dans nos comportements ici. Moi, je suis à l'étranger ici. On se diminue à tout moment. On se dit que l'autre est plus supérieur que moi. Mes chers amis, si l'homme blanc est raciste, moi, homme noir aussi, je suis raciste. Merci, grand frère. Si vous voulez qu'on coopère, nous coopérons. Quelle est cette manie d'aller chercher les gens ailleurs, rien de chez nous, pour venir nous aider à aider notre pays, alors que les voisins peuvent le faire? Donc, peut-être pour finir, nos pays doivent aussi penser à renforcer ou bien renforcer leur armée. Nous avons étudié 50 ans, il y a 50 ans que nous sommes allés, 60 ans. Et par exemple, au Togo, les grands officiers, lorsqu'on va dire, oh, j'ai fait Saint-Cyr, ça fait combien d'années? Vous avez fini Saint-Cyr, vous êtes revenu chez vous, vous avez fait quoi? Il n'y a aucune école de formation militaire, il n'y a aucun centre de formation militaire, il n'y a que vous-même, vous pouvez développer chez vous pour éviter d'envoyer les gens au pays. Quelle école militaire on a au Togo, par exemple, qui forme les petits enfants, les meilleurs, pour tester, pour fabriquer, tester les armes. Nous avons déjà parlé de ça là dans une autre émission. Ça n'a jamais existé. Notre mentalité même n'est pas dans l'industrialisation, dans le développement des trucs là, pour que l'on puisse installer une usine qui va fabriquer les armes. Parce que vous n'avez pas mis un accent sur la formation de ce genre. Dans ce que nous vivons, à quelque part nous sommes responsables, c'est bon, mais nous nous réveillons. Il faudrait que les autres nous accompagnent le mouvement, sinon ce serait un combat isolé. Merci. Et rappelez-vous, un combat isolé n'arrête jamais. Comment on dit ça là? Un coup isolé, ce serait un coup isolé. Exact. Un coup isolé n'arrête jamais le combat. Je vous remercie. Merci de nous avoir appelé. Merci pour votre fidélité à notre chaîne Afro Web TV, monsieur Yampapou Yamboa. Malheureusement que le temps est contre nous et on n'a pas pu aborder toutes les questions. Mais quelle est la solution? 12 mois, 5 ans et aujourd'hui le Mali est sur de belles auspices, n'est-ce pas, monsieur? Et quelle est votre conclusion pour cette première partie? Bon, 12 mois, 6 mois, 4 ans, 5 ans, ce n'est que des chiffres. Et c'est
en réalité des chiffres qui ne doivent pas être juste prononcés comme ça, qui ne doivent pas être prononcés comme ça. C'est des choses qui doivent reposer sur des stratégies claires. Voilà ce que nous voulons faire, voilà comment nous voulons faire, et voilà les moyens dont nous disposons. Et c'est cela qui nous amène à 12 mois, cela qui nous amène à 6 mois, cela qui nous amène à 4 ans ou 5 ans. Je crois que pour ce qui concerne le Mali, ils ont envoyé justement un chronogramme clair à la CEDEAO par rapport à ce qu'ils veulent faire et qu'ils pensent que les 4 ou 5 ans sont indispensables pour ramener la paix et la sécurité dans leur pays avant d'aller aux élections. Bon, maintenant, du côté de ceux-là qui prévoient 6 mois ou 12 mois, comme Akufo-Addo l'a dit, qu'est-ce qu'ils disent derrière? Et ma consoeur l'a dit. Et quels sont les moyens que la CEDEAO met en place pour aider le Mali à atteindre beaucoup plus rapidement les objectifs qu'il prévoit dans 5 ans? Parce que ce qui peut être atteint en 5 ans peut l'être même en 1 mois. Hein? Il faut le savoir. Il s'agit tout simplement des moyens qu'il faut mettre derrière. Si les gens vont mobiliser, effectivement, si chaque pays de la CEDEAO dit ok, je donne 10 hélicoptères de combat au Mali. Je donne, je ne sais pas, tel nombre de chars au Mali. J'envoie 5 milliards, 10 milliards au Mali. Vous allez voir que on va même demander aux gens là de faire 2 mois de transition et personne ne parlera. Mais quand vous êtes là, vous ne donnez rien. Et puis vous êtes là, vous dites qu'il faut 12 mois parce que tout simplement, vous, ce qui est important, c'est les élections. On dit non. Et ça, tout le peuple africain est derrière le Mali pour dire non à cette histoire-là. Parce que c'est une supercherie qui n'a pas commencé aujourd'hui. Comme je l'ai dit, depuis 2013, il y a eu combien d'élections au Mali? Ça a réglé quel problème? Au contraire, la situation actuelle dans laquelle le Mali est plongé vient justement des dernières élections présidentielles et législatives où les opposants ont effectivement crié aux yeux du monde entier que les législatives ont été massivement truquées au profit de IBK. Mais tout le monde a fermé les yeux là-dessus. Et c'est comme ça que les choses, les revendications ont continué jusqu'à sa chute. Donc les élections jusqu'ici, en tout cas, si elles n'ont pas apporté de problème, n'ont jamais apporté de solution. Rappelez-vous, je n'ai pas envie d'annoncer des chiffres ici pour que les gens ne disent pas que nous sommes très alarmistes. Mais depuis les années 90, vous savez combien de gens sont morts en Afrique pour des questions d'élection? Je demande à chaque Africain d'aller rechercher pour ce qui concerne son pays, pour voir combien de gens meurent chaque année électorale. Et vous allez comprendre que les élections ne sont pas forcément une solution pour nous. Et donc, vouloir amener la question du Mali à une question d'élection, je pense que c'est irresponsable et inadmissible pour un peuple qui se meurt, qui ne sait même pas où dormir, qui ne sait même pas s'il va se réveiller vivant le matin. Vous lui demandez d'aller voter comment? Et vous voyez l'ironie de Yves Le Drian, quand les populations sont sorties pour manifester massivement et soutenir effectivement cette transition-là, Le Drian leur dit que mais si vous êtes capable de sortir, manifester, soutenir la jeune, vous pouvez aussi aller aux élections. Vous voyez comment est-ce que les gens sont vraiment imbéciles dans cette France-là? Ils vont parler comme ça à leur peuple? Est-ce qu'il va oser s'adresser comme ça aux Français? Il faut qu'on arrête. Les Nana Akufo-Addo qui sont là, qui ne savent même pas ce qu'ils racontent, il va faire quoi dans 12 mois? Il va faire quoi dans 12 mois? IBK était en train d'entamer son 2e mandat. Ça veut dire qu'il a fait au moins 7 ans
de pouvoir. Il a réglé quel problème pour que nous en soyons là? Donc, voilà un peu une situation qui interpelle effectivement toute la communauté africaine. Et moi, je pense qu'à un certain moment donné, il va falloir que les Africains s'assument. Redéfinissons notre modèle de gouvernance. C'est très, 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 très important. On ne peut pas continuer toujours dans la lancée de ce que les autres nous apportent. Vous voyez, c'est comme dans cette histoire de coronavirus. Heureusement, on va revenir, je vais fermer la parenthèse pour ne pas faire long. Les gens viennent, ils vous proposent des solutions qui n'ont rien à voir avec vos problèmes. Mais c'est quoi cette histoire-là si ce n'est pas de la sorcellerie? Ça, c'est de la pure sorcellerie que de demander à l'État malien d'aller aux élections pendant que des gens meurent chaque jour. Pour aller aux solutions, je dis que le Mali est déjà sur la voie des solutions. D'abord, lors de notre conférence de presse virtuelle que nous avons accordée, que nous avons faite donc le 22 janvier, nous avons signifié la nécessité et l'indispensabilité du fait que le Mali et la CEDEAO se comprennent et acceptent d'aller dans la même direction. Mais au même moment, nous avons dit que les questions de souveraineté du peuple du Mali ne doivent pas être l'objet de débat. Ce n'est pas possible. Comment vous pouvez penser que vous connaissez mieux le problème de quelqu'un plus que lui-même? Mais si le Malien dit, moi mon problème aujourd'hui c'est la sécurité, c'est ma survie, au nom de quoi quelqu'un, fut-il un président, fut-il un président de l'Union africaine, fut-il un président de la CEDEAO, va aller dire non, ton problème c'est les élections. Non, il faut qu'on arrête cela. La solution n'est pas dans les élections. Et comme je vous l'avais dit dernièrement, le Togo, et je veux dire le Burkina Faso, avant que Roch-Marc Christian Kaboré ne soit déposé, il avait déjà repoussé par 2 fois de suite les élections communales dans ce pays. Parce que tout simplement, le pays n'est pas en situation de sécurité. Mais est-ce que c'est difficile de comprendre ça pour les Maliens? Voilà, ça veut dire que c'est là que les Africains vont comprendre que les gens ne sont pas du tout sérieux. Il faut renforcer la coopération avec la Russie. Peu importe, que ce soit avec les forces Wagner, que ce soit n'importe quelle autre force là, tous ceux-là qui peuvent aider le Mali à ramener la sécurité dans leur pays, à redéployer l'administration sur l'ensemble du territoire national, il va falloir le faire. Deuxième chose, les panafricains que nous sommes, nous devons nous mobiliser dans un gigantesque élan de solidarité vis-à-vis du peuple du Mali. Et comme je le dis toujours, je pense que nous parlons trop, mais nous agissons très peu. Et donc, il va falloir aider ce peuple-là pour accéder justement aux besoins nécessaires. Et je pense que nous pouvons le faire. Ce n'est pas difficile. Troisièmement, il va falloir effectivement que le peuple du Mali comprenne que la tâche qui lui revient, bien qu'elle est une tâche réservée à tous les Africains, bien que nous d'apporter, ne doit pas l'empêcher de voir plus loin. Parce que ce qu'on présente aujourd'hui au peuple du Mali pour les retourner contre l'autorité au pouvoir, c'est qu'on leur présente la souffrance. On leur présente tout ce qui va peser sur les Maliens de façon à ce qu'ils puissent dire « Ah, ça là c'est trop ». Mais comme le premier ministre malien l'a dit, quand un enfant naît, il ne s'agit pas que de naître. Il va lui falloir un temps pour apprendre à marcher, et un temps, d'abord un temps pour se mettre debout, un temps pour apprendre à marcher, un temps
pour devenir responsable et s'assumer lui-même. Aucun autre, un téléspectateur l'a dit, personne d'autre ne viendra faire la paix chez nous, faire le développement chez nous. Et si vous voulez les œufs, vous devez forcément casser les œufs. Et si vous voulez les omelettes, je veux dire, vous devez forcément casser les œufs. Vous ne pouvez pas prétendre au bonheur en écartant la souffrance. C'est pas possible. C'est deux choses intrinsèquement liées. Et il faut que les Africains se mettent ça dans un petit coin de la tête. Je profite pour demander aux pays du Golfe de Guinée, qui sont aujourd'hui menacés par le terrorisme, notamment le Burkina Faso et le Bénin. C'est une manière pour que la France justifie encore une fois le fait de sa présence. Qu'il ne vienne jamais dans la tête de ces autorités-là l'intention d'inviter l'armée française dans nos pays. Sinon, nous devons nous lever comme le peuple du Mali pour demander purement et simplement leur départ du pouvoir. Ça, il faut qu'ils sachent. Même si nous sommes des partisans de leur pouvoir et tout là, ils n'ont qu'à savoir que pour ce qui concerne, en tout cas les questions, en tout cas de la souveraineté de nos États, on n'est plus prêt à accepter quoi que ce soit. Ce n'est pas que ça va venir, on va dire c'est des opposants, c'est de ceci ou cela, c'est tous les peuples qui vont effectivement se lever pour jeter tous ces dirigeants-là qui veulent la recolonisation des peuples d'Afrique. Mais ce sera votre conclusion, M. Mpapou Mbouama. Madame Mabel Magoré, dites-nous maintenant, le Mali est disposé à toute discussion avec la CEDEAO et aujourd'hui, quelle est la solution que vous aussi, en tant qu'analyste politique, vous proposez? Monsieur Yampapou a déjà tout dit. Il y a la CEDEAO d'aider le Mali. Nous devons voir l'Afrique comme un tout et non pas comme un grand continent, un pays divisé. Si nous nous rappelons de l'histoire, l'Afrique n'avait pas ses frontières. Ce sont des frontières artificielles qui n'ont pas seulement divisé les peuples, mais divisé les familles. On a toujours dit, tu vois les mêmes familles sur la côte, tu vas au nord, tu vois les mêmes familles au Ghana, au Togo, en Burkina Faso, donc ils sont tous les mêmes. Donc, au lieu de crucifier le Mali, parce que Assimi Goïta a préféré la sécurité de son peuple à faire une élection démocratique, alors qu'aucun pays africain ne peut vraiment dire qu'il pratique la démocratie occidentale de mot à mot, comme on l'a dit. Et Nana Akufo-Addo a un problème au Ghana, Talon a un problème au Bénin, le Togo même on n'en parle pas. Donc ce n'est pas le moment de chercher vraiment la démocratie au Mali quand nous souffrons même de la démocratie. C'est le moment d'aider le Mali pour que les Maliens mettons une fois le peuple africain en avant. Mettons une fois l'homme noir et la femme noire en avant. C'est d'abord la sécurité, que les gens reviennent sur leur terre, que les gens reviennent profiter du travail de leurs mains. Et après ça, nous pouvons maintenant penser à faire comme l'homme blanc, à faire la démocratie, les élections présidentielles, législatives. Quoi que nous aimons comme élection, nous pouvons le faire. Donc ma proposition, comme M. Yampapou, est dans le Mali, devenons des panafricanistes. Écrasons ou détruisons cette frontière artificielle héritée de la colonisation. Parce que la colonisation n'a pas été faite pour unir les Africains. La colonisation, c'est pour diviser. Parce qu'il y a un mot, diviser pour mieux régner. Diviser-les, mieux pour les diviser. Vous pouvez les contrôler. Donc c'est ça la colonisation. C'est aujourd'hui à nous les panafricanistes de voir l'Afrique en main, de venir en aide au Mali, de restaurer la sécurité dans le Sahel. Et enfin maintenant, nous pouvons retourner aux élections et nous comporter comme des petits blancs. Merci. Merci aux deux panafricanistes que nous avons aujourd'hui. Je ne savais pas que Mme Mabel Magoré était panafricaniste. C'est quelle grosse surprise. Merci infiniment à vous tous ceux qui nous avez suivis pour cette première partie. Restez toujours des nôtres. On revient juste après cette première pause pour aborder le sujet de Covid-19 au Togo. Merci. On se retrouve juste derrière. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose